Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue en fait dans le sujet de la santé. Et aujourd'hui, je reçois une médecin, Fatem Zahra. Fatem Zahra, comment ça va? Ça va très bien, et toi Zineb? J'espère que tu as passé une belle journée. Oui, ça va, super. Alors, dis-nous tout, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites? Déjà bonjour à tous, puis j'espère que ce podcast va vous plaire. Alors, comment me présenter? Je peux te dire que je suis à la fois du côté professionnel, donc je vais commencer ma résidence en médecine interne à l'université de Sherbrooke au Canada. Et puis du côté plutôt personnel, je suis une maman d'une jolie petite fille de 2 ans. Si vous voulez mon parcours professionnel, si vous voulez dès le début, donc à 18 ans, j'ai eu mon baccalauréat, donc série scientifique du lycée français de Marrakech. Puis par la suite, j'ai choisi d'intégrer la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, dans laquelle j'ai eu mon diplôme en mars 2020. Et durant mes années à la fac de médecine, je me suis beaucoup impliquée dans la vie associative à travers l'association des étudiants en médecine de Marrakech. Puis par la suite, j'ai rencontré un peu mon mari qui habite au Canada, et là on a pris ensemble la décision de s'y installer définitivement. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé mon processus d'équivalence pour pouvoir justement finir ma spécialité au Canada. Donc c'est ça un peu ma petite histoire. Ok, super. Alors pourquoi la médecine? Honnêtement, pour moi, la médecine, ça a toujours été une évidence depuis très jeune. Grâce à maman qui est une personne très altruiste, elle m'a inculqué cet altruisme-là, donc j'ai jamais pensé à faire autre chose que la médecine. Puis honnêtement, quand j'ai obtenu mon baccalauréat, je m'étais même pas inscrite dans d'autres filiales, parce que pour moi c'était soit médecine, soit rien du tout. C'est vraiment une passion, et je trouve que c'est un métier qui est pas comme les autres, dans le sens où c'est clair que dans tous les métiers il faut être passionné, mais encore plus en médecine parce que ça demande énormément de sacrifices sur le plan personnel. Et pour pouvoir les faire et être performant, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et franchement, la médecine, j'adore ça. Puis j'ai hâte de me réveiller tous les matins pour commencer ma résidence. Donc j'ai vraiment hâte. C'est trop mignon. Mais tu sais, moi je trouve ça fou de se dire, moi je me réveille, je vais être médecin. Parce que je trouve que c'est un engagement à vie. Et toi, depuis que t'es jeune, tu t'es dit non, je veux être médecin, et t'as jamais eu de doute sur ton avenir professionnel? Non, j'ai jamais eu de doute. Puis au fur et à mesure de mes études, j'ai encore plus aimé la médecine. Parce que la satisfaction que tu as quand tu viens en aide à une personne, elle est juste inestimable. Et donc, je me vois pas faire autre chose de ma vie. Puis j'adore rencontrer les patients, discuter avec eux, répondre à leurs préoccupations, leur proposer des plans de traitement, puis toujours rester dans le respect de leur culture. Puis c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai fait des stages au Canada, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement ce côté où on implique beaucoup les patients dans les prises de décision thérapeutiques, où il y a vraiment un dialogue entre le médecin traitant et son patient. Puis j'ai adoré ça. C'est trop bien, la vérité ça a l'air hyper passionnant comme métier, mais comme tu dis c'est clairement un sacrifice. Du coup, après le bac, tu as intégré la faculté de Marrakech. Comment c'était? Qu'est-ce que tu en as sorti pendant ces 7 ans, 8 ans? 7 ans et demi. 7 ans et demi. Comment ça s'est passé les 3 premières années, quand tu as commencé à intégrer les stages, quand la réalité du travail par rapport à la théorie, et aussi quand tu as passé ton doctorat, comment ça s'est passé? Ok, donc si je comprends bien, tu veux que je te raconte d'abord les 2 premières années, qui sont des années qui sont théoriques. Donc, puis après, à partir de la 3e année, on commence ce qu'on appelle les stages d'externat. Et à la fin de l'externat, donc on a le choix, donc soit de passer l'internat, et donc d'intégrer 2 années au sein du CHU pour pouvoir après choisir notre spécialité, ou sinon on choisit d'être faisant fonction d'interne, et là ça nous donne accès au concours du résidat. Donc ça c'est juste pour une idée des études de médecine au Maroc. Alors honnêtement, mes 2 premières années ont été un peu difficiles, je pense comme tout le monde. Ma principale difficulté, ça a été... je suis quelqu'un de vraiment active et très dynamique, et quand j'ai intégré la faculté de médecine de Marrakech, il n'y avait pas beaucoup de place à la vie associative et aux activités parascolaires et para-universitaires. Il y avait surtout beaucoup étudier. Donc c'est pour ça qu'avec des amis à moi, on a créé l'association des étudiants en médecine de Marrakech, et ça nous a permis premièrement de s'épanouir dans divers domaines, donc dans la santé publique, dans la santé sexuelle, la santé mentale, aussi dans tout ce qui est droits de l'homme.
Et ça, c'était d'un côté, ça nous a permis aussi de nous connecter avec les autres facultés de médecine du Maroc, donc Rabat, Oujda, Fès, Casablanca. Donc ça a été génial. Puis récemment, je pense que Agadir et Tétouan vont rejoindre Tanger, excusez-moi, vont rejoindre le réseau AFMSA. Et aussi, ça a permis aux étudiants en médecine de faire des stages à l'étranger. Donc c'était quelque chose qui n'existait pas à la faculté de médecine de Marrakech. Et on a vraiment milité pour que ce soit accessible aux étudiants. Et c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Donc dès que j'ai commencé l'associatif, là, j'étais très épanouie parce que ça me permettait de rencontrer du monde, je vous dirais de faire des actions qui sensibilisent dans des sujets qui me tenaient à cœur. Et j'ai senti que vraiment on augmentait, en fait, comment on dit, raise awareness des étudiants en médecine sur notre rôle, en fait, et notre responsabilité en tant que futur médecin. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà. Puis comme je vous ai dit, moi donc ça c'était mes 2 premières années. Donc 3e année, on a créé l'association, ça s'est super bien passé. Puis mon externat, honnêtement, ça s'est très très bien passé parce que je me suis toujours beaucoup impliquée dans donc dans mes stages hospitaliers. C'est ce qui m'a permis d'avoir une bonne base, je vous dirais, clinique. Parce que par la suite, quand j'ai eu mes stages au Canada, donc j'ai fait 3 stages, ils ont vu, c'est-à-dire ça a payé. Dans le sens où le fait que je m'impliquais beaucoup, j'ai appris à faire, c'est-à-dire l'examen clinique, un très bon interrogatoire, connaître un plan de traitement de base. Donc quand je suis allée au Canada et ils ont vu mon raisonnement clinique, donc ça a vraiment été un plus pour moi, cette implication. Voilà, donc puis moi, j'ai pas choisi de faire internat parce que justement, je voulais faire ma spécialité à l'étranger. Ce qui fait que j'étais faisant en fonction d'interne. Donc ça aussi, ça s'est très bien passé. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond. C'est vraiment très global. En fait, on voit beaucoup de passion et beaucoup de fierté par rapport à ton travail associatif et aussi ta passion pour la médecine. Et c'est assez impressionnant. Du coup, merci pour ces paroles chargées de fierté. Et c'est super à entendre. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote de ton parcours à Marrakech? Une anecdote. Alors celle qui me vient à l'esprit, c'était quand j'étais pas une anecdote, mais plutôt une situation qui prouve que c'est vraiment important d'acquérir les gestes de base pendant son externat. Ah non, mais tu vas pas spoiler. Tu vas spoiler? Non. En fait, quand j'étais interne, donc faisant fonction d'interne au niveau du... non, c'était interne à l'hôpital Mamounia, j'étais en stage de pédiatrie et j'ai reçu une maman avec un bébé qui est en train de faire des convulsions. Donc les convulsions, c'est des mouvements anormaux à cause de la fièvre. Et donc là, il faut être vraiment rapide, puis administrer les premiers gestes de soins. Et c'est une anecdote parce qu'elle est venue, elle m'a quasiment jetée dans la table d'examen. Et j'ai dû garder mon calme, puis donc faire ce qu'il fallait faire. Donc je vous raconte cette anecdote-là. Pourquoi? Parce que quand on commence la médecine, on ne se rend pas compte qu'un jour, on va être confronté à des situations pareilles où on sera tout seul et il faudra prendre des décisions et des décisions qui auront un poids énorme sur nos patients. Donc, s'il y a des étudiants en médecine ou des gens qui veulent faire médecine, qui nous entendent, mon plus grand conseil, ce serait de ne pas prendre à la légère vos cours, pas prendre à la légère donc vos stages d'externat, parce que chaque chose que vous apprenez, elle va vous servir. Voilà, donc... Non, c'est trop mignon. En fait, c'est une super anecdote. Du coup, quand j'ai dit spoiler, je vais raconter. Si vous voyez Fatouma Zahra et si vous regardez la vidéo sur YouTube et vous dites mais Fatouma Zahra, elle me dit quelque chose, j'ai l'impression de la connaître. Peut-être que oui. Alors Fatouma Zahra a fait accoucher une femme dans l'avion quand elle était en 6e année, si je me trompe pas, sur un vol Casablanca-Montréal. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette anecdote qui a dû changer ta vie littéralement? Ouais, donc c'est pas une anecdote, c'est plutôt vraiment une situation hors du commun que j'ai vécue. Puis à chaque fois que j'en parle, ça me donne la chair de poule parce que c'est quelque chose qui est vraiment hors du commun. C'est pas tout le monde qui vit ça. Et alhamdoulilah que ça s'est bien passé. Donc alhamdoulilah. Donc pour vous raconter l'histoire, donc je m'en allais de Casablanca à Montréal pour faire mon stage à l'urgence à l'hôpital donc Santa Cabrina à Montréal. Et pendant le vol, je discutais avec un agent de bord. Et je lui ai dit, écoutez, je viens de finir mon stage de gynéco-obstétrique, c'était vraiment difficile, puis j'ai hâte de passer à autre chose. Puis 3-4 heures après, il vient me voir et me dit, écoutez, docteur, on a une femme qui vient de perdre ses os.
Je lui ai dit, ah oui. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez la voir? Je lui ai dit, écoutez, moi je suis juste étudiante en 6e année. C'est vrai que j'ai de l'expérience dans les accouchements, mais je préfère que vous fassiez un appel médecin à bord pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus apte que moi, donc peut-être une sage-femme ou un gynécologue qui pourrait mener à bien l'accouchement. Donc c'est ce qu'ils ont fait, mais personne ne s'est présenté. Donc comme personne ne s'est présenté, et je vous ai dit que j'étais une personne qui était de nature altruiste, je ne pouvais pas juste m'asseoir et ne pas venir en aide à la madame. Donc pour moi c'était juste impossible. Donc je suis partie, je me suis présentée. Et j'ai fait, comme on dit, donc mon interrogatoire. J'ai fait un petit examen physique avec ce que je pouvais. Puis j'ai vu qu'elle avait une grossesse qui n'était pas encore à terme. Donc ça veut dire qu'il lui restait encore quelques semaines avant d'accoucher. Et que si elle accouchait, ça allait être un bébé prématuré. Donc alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux agents de bord le matériel qu'ils avaient de disponible pour mener à bien l'accouchement. Et on l'a installé confortablement dans un des couloirs de l'avion. Puis voilà, l'accouchement, pour vous dire, ça s'est super bien passé. Parce que comme le bébé était très petit, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Par contre, ce qui était plus compliqué, c'était le bébé. Donc il est né enveloppé des enveloppes amniotiques, donc dans un sac. Donc là, il fallait vraiment couper le sac, faire sortir le bébé. Puis quand j'ai fait sortir le bébé, il était tout bleu. Donc il respirait pas. Alors j'ai eu la chance, et encore une fois je reviens au stage d'externat où j'ai passé mon stage de néonatologie et j'étais très très impliquée avec l'équipe de garde. Et donc je connaissais exactement la succession des gestes qu'il fallait faire pour faire une réanimation néonatale, et c'est ce que j'ai fait. Puis au bout de 2 minutes, le bébé était devenu tout rose et il respirait. Donc, incroyable. Voilà, exactement. Donc je l'ai couvert dans des couvertures chaudes, puis je l'ai mis sur la poitrine de sa maman. Et pour être honnête, j'ai prié très fort que le bébé reste vivant jusqu'à ce qu'on atterrisse. Donc on a atterri à Montréal, je pense 1h30 après l'accouchement. Et les ambulanciers sont tout de suite venus et ils m'ont dit vraiment good job. Franchement, faire ça dans un avion, puis en tant qu'étudiante, c'est vraiment difficile. Puis c'était vraiment difficile, et à chaque fois que je vous en parle, j'ai du mal à réaliser que je l'ai fait. Mais tu l'as fait. Mais je l'ai fait, ouais. Et alhamdoulilah, maintenant c'est une magnifique petite fille de 3 ans en parfaite santé. C'est super, c'est incroyable. Mais dans l'avion, mais comment ça s'est passé réellement? Est-ce qu'ils t'ont dégagé un endroit? C'était stable? Comment ça s'est passé? On a choisi, comme c'est des gros avions qui font la liaison Casablanca-Montréal, entre la première et la deuxième classe, il y a des grands couloirs. Donc c'est comme vraiment une toute petite, pas chambre, mais un couloir un peu grand, assez large pour qu'il y ait 3 personnes à l'intérieur. Donc ça s'est fait à l'intérieur, ouais. Et puis on a mis les rideaux pour que les personnes ne la voient. Ok. Alors en parlant de bébé, tu es maman, et avant d'être maman, tu t'es mariée. Tu t'es mariée pendant tes études, ce qui est assez commun, j'imagine, dans ta profession, sachant que vous finissez assez tard. Surtout dans notre super société où c'est valorisé de se marier ni trop tard ni trop tôt, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que c'était un choix qui était compliqué de se marier pendant ses études? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était vraiment compliqué de te dire que tu allais immigrer au Canada? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, bon, le choix du mariage, franchement, c'est quelque chose qui, je vous dirais, pour moi, c'était, ça coulait de source parce que j'ai trouvé mon âme sœur et je voyais pas la vie sans la personne avec laquelle je me suis mariée. Puis je suis très contente que ce soit mon conjoint de vie. Donc, je vous dirais, c'est pas une question d'âge ou de quoi que ce soit. À un certain moment, quand on trouve la bonne personne, que vous la trouviez à 23 ou à 30, c'est la bonne personne. Et donc, on fait notre vie avec. Donc, et je suis très, très heureuse donc, de m'être mariée à l'âge dans lequel je me suis mariée. Donc si ça répond à ta première question. Puis ta deuxième question, c'était au niveau de l'immigration au Canada. Alors ça n'a pas été une décision une décision facile, mais après avoir pesé le pour et le contre, que ce soit mon conjoint ou moi-même avec mes opportunités de carrière, on a décidé donc de tenter l'aventure nord-américaine et je suis heureuse de l'avoir fait parce que regardez, 4 ans plus tard, je poursuis mon rêve, donc faire ma spécialité au Canada. Ce qui est super. Pourquoi au Canada et pas au Maroc? Si tu devrais peser le pour et le contre, sachant que tu as déjà fait ton choix, ce serait quoi les pour, ce serait quoi les contre? Alors je vous dirais,
les pour le Maroc, c'est surtout le support familial. On a la chance d'avoir mes parents qui sont à côté, etc. On a une formation qui est quand même de qualité au Maroc. Mais je suis une personne qui cherche un peu plus, je vous dirais. Donc, pas uniquement la formation, je cherche plus. Je cherche à vraiment m'épanouir dans les structures hospitalières, à m'engager dans beaucoup de choses qui seraient difficiles si je l'aurais fait au Maroc. Okay. Puis j'ai ma cousine qui des fois me dit, écoute Fatem Salah, quand je te vois, puis je vois l'hôpital, je me dis, je sais pas comment t'aurais fait en restant au Maroc. Donc, en fait, je suis une personne qui a beaucoup de mal à se taire quand je vois des inégalités ou quand je vois que quelqu'un n'a pas les moyens de payer un soin et qu'il doit le faire. Donc c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup mal au cœur. Et au Maroc, c'est monnaie courante. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller au Canada, en fait. Donc okay. Voilà. Et c'est surtout aussi pour mon conjoint qui, au niveau de ses opportunités de carrière, c'était beaucoup plus intéressante au Canada qu'au Maroc. Ok. Donc, merci beaucoup pour nous avoir expliqué tout ça. C'est vraiment intéressant. En fait, j'ai deux questions qui n'ont pas vraiment... Enfin, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est ce que tu pourrais nous expliquer le processus pour passer sa spécialité au Canada dans un premier temps. Et ma seconde question qui n'a rien à voir, c'est être maman et être étudiante, qu'est-ce que c'est? Ok. Donc, voilà. Ok, alors pour la première question, donc je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Donc, comment faire sa spécialité au Canada? Alors, pour vous expliquer... La première étape, c'est d'obtenir sa résidence permanente. Donc ça, c'est une étape qui est très importante. Donc ça se fait par deux voies, je pense. C'est entrée express, puis par le parrainage. Donc moi, mon mari était citoyen canadien, donc il m'a parrainée. J'ai eu ma résidence permanente grâce à lui. Donc ça, c'est les deux principales. C'est quoi entrée express? Je sais pas, je connais pas les détails. C'est en gros, il faut se qualifier, puis soumettre un dossier au gouvernement du Canada pour voir si vous êtes éligible ou non pour avoir la résidence permanente. Ok, du coup, ça veut dire que s'il y a certaines personnes qui veulent faire leur spécialité au Canada, ils doivent être parrainés par des gens qui y habitent et qui les connaissent. Non, il y a deux voies. Soit, je sais pas, une personne se marie avec un citoyen canadien, là elle sera parrainée, elle aura sa résidence permanente. Soit des personnes qui n'ont aucun rapport avec le Canada, qui connaissent personne au Canada, pour pouvoir venir au Canada, il faut faire sa résidence permanente. Donc ça se fait via ce qu'on appelle l'entrée express. Ah, ok. Donc généralement, il y a toutes les informations sur le site du gouvernement du Canada. Ok. Voilà, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de faire reconnaître son diplôme de médecine. Donc pour ça, il y a 2 examens à passer et peu importe votre faculté. Donc que vous soyez de Belgique ou de Roumanie ou du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, il faut passer des examens d'équivalence. La seule exception, c'est la France, où il y a un arrangement mutuel avec le Québec. Donc les examens d'équivalence, il y en a 2. Il y a ce qu'on appelle le EACMC1, donc il y a un examen théorique principalement, qui dure une journée. Donc 4 heures le matin avec 210 QCM et 3h30 l'après-midi avec ce qu'on appelle des prises de décision cliniques. Donc c'est des petits cas cliniques où on va vous demander donc les démarches à suivre. Donc pour la préparation de cet examen-là, personnellement, ça m'a pris 6 mois. Donc je l'ai préparé pendant ma 7e année et je l'ai passé en tant qu'étudiante. Voilà, c'est ça. Donc il y a des ressources disponibles comme le Toronto Note et voilà, principalement le Toronto Note, puis des banques de questions. Et vous pouvez le passer en français ou en anglais. Le deuxième, c'est un examen qui est plutôt pratique, ce qu'on appelle l'ECOS, donc l'examen de la collaboration nationale en matière d'évaluation. Donc ça, c'est un examen qui est pratique où vous allez avoir un patient standardisé, il faut lui poser des questions, faire un examen physique, puis donner votre diagnostic et votre prise en charge. Voilà, c'est ça. Ok. Celui-là, je l'ai préparé en étant installée au Canada avec un groupe d'amis à moi. Ça t'a pris combien de temps en tout pour pouvoir avoir ton équivalence? Ça m'a pris en tout et pour tout 1 an et demi, je pense, quand même. 1 an et demi, parce que je me suis arrêtée, j'ai eu ma fille entre-temps. Donc, j'ai commencé, pour être chronologique, j'ai commencé ma préparation en septembre 2019. J'ai passé mon examen en mai 2020. Non, pardon, en septembre 2018. J'ai passé mon examen en mai 2019. Et entre-temps, donc je l'ai passé au Canada, mon examen, et j'avais des stages là-bas. J'ai accouché de ma fille en juin 2019, puis donc j'ai pris 1 an où je suis retournée au Maroc, où j'ai eu mon doctorat en médecine, puis par la suite en septembre 2020, j'ai passé mon examen
le deuxième, donc l'examen de la collaboration nationale en matière d'évaluation. Et là, tu vas intégrer l'université de Sherbrooke en juin 2021. C'est ça, en juillet officiellement. Ah pardon, en juillet, ok. Du coup, ça fait depuis septembre 2018 jusqu'à juin 2021. Exactement. Mais ça. Entre-temps, quand même, t'as eu un enfant, quoi, c'est énorme. Ouais, exactement. On va enlever un an. Exactement. Puis une fois qu'on a son examen d'équivalence, c'est pas garanti de trouver une place dans le système de santé canadien, puis c'est la plus grosse difficulté. Donc moi, j'ai intégré le système via le CARMS, donc c'est la plateforme de jumelage des résidents. Mais c'est pas l'unique voie, j'ai aussi postulé à ce qu'on appelle l'externat. Donc l'externat, on postule directement aux facultés de médecine et on refait 2 ans donc de médecine, c'est 2 ans d'externat. Puis par la suite, l'avantage de cette voie-là, c'est que ça donne accès à beaucoup plus de spécialités que dans mon cas. Aussi, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance d'être acceptée en médecine interne grâce à mes stages que j'ai fait donc à travers l'Université de Montréal. Vous pouvez aller sur Université de Montréal, stage étudiant étranger externat, vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Maintenant, malheureusement, à cause de la COVID-19, les stages sont suspendus, mais moi, ça m'a énormément aidé pour déjà, premièrement, avoir des évaluations de stage. Donc, ils ont évalué mes compétences cliniques. Deuxièmement, faire un réseau à travers les médecins. Et voilà, je vous dirais, ça a été le plus gros atout de ma candidature. Ok, c'est super. Et merci, du coup, j'imagine que celles et ceux qui seront intéressés pourront te contacter, ou je mettrai tous les liens possibles, enfin, tout ce dont tu as parlé pour qu'ils puissent retrouver toutes ces informations. Ouais, si vous voulez, je peux faire une liste de... Ouais, ce serait bien. Oui. Pour les personnes qui sont intéressées par cette voie. Et du coup, merci d'avoir détaillé tout ton parcours. Maintenant, en tant que maman, c'était comment cette expérience de gérer ses études et être maman en même temps? Franchement, c'est un vrai challenge. Et pour le faire, il faut avoir un compagnon de vie de choc. Donc, moi, je remercie toujours mon conjoint parce que sans lui, j'aurais jamais fait ça. On habite au Canada, donc c'est pas comme au Maroc où il y a ta maman à côté. Il y a beaucoup de support. Il y a toujours quelqu'un à la maison pour garder ton bébé. Mais là-bas, on était tous seuls. On était lui et moi. En plus, il y avait la COVID-19, donc il n'y a pas de babysitter ou de gens qui peuvent aider. Donc comment j'ai fait? J'ai fait comme tout le monde, je vous dirais. Donc quand elle a eu 1 an, je l'ai mise à la garderie. Donc elle est rentrée à la garderie, donc je la déposais le matin à 8h et je la récupérais à 4h. Donc moi ça me donnait le temps d'étudier pour mes examens. Je vous dirais c'est ça. Puis le week-end, c'était mon conjoint qui gardait ma petite fille. Donc il l'a gardée le temps que moi j'étudiais. Notre fille. Et je vous dirais que la médecine c'est aussi un choix de... C'est un mode de vie, je vous dirais, et c'est très important. Bon, quand le couple, les deux sont médecins, c'est plus facile, peut-être parce qu'il y a plus de compréhension. Mais quand quelqu'un est médecin, l'autre ne l'est pas, généralement, il y a beaucoup... À travers le dialogue et la communication, on trouve toujours des terrains d'entente, etc. Puis il faut juste... comme je vous ai dit, avoir un conjoint qui vous comprend et qui comprend l'importance de la médecine dans votre vie et voilà, moi c'est grâce à lui que je suis là où je suis aujourd'hui, franchement. C'est trop mignon. Est-ce que Fatma, tu as des conseils pour nos auditeurs et auditrices? Alors bon, la médecine c'est le meilleur métier du monde, donc il faut faire médecine. Je rigole, je le dis tout le temps, mais la médecine c'est une passion. Les conseils que j'aurais à donner, on peut peut-être scinder ça en 3 parties si tu veux. Donc première partie, comment gérer ses études médicales. Donc franchement, si vous êtes étudiant en médecine et que vous m'écoutez, impliquez-vous au maximum dans vos études parce que ça peut que être bénéfique. Que vous restiez au Maroc ou que vous allez à l'étranger, le fait de vous impliquer puis de vraiment aller au-delà de ce qu'on vous donne va faire de vous de meilleurs médecins. Donc ça, ce serait la première des choses. La deuxième des choses, essayez de garder cette dimension empathique avec les patients. Je sais que des fois, c'est pas toujours facile parce que des fois, le système n'y aide pas, mais parlez à vos patients, puis soyez empathiques parce que notre métier demande beaucoup d'écoute et de compassion avec nos patients. Troisième des choses, si vous avez besoin d'aide dans vos études, que vous vous sentez pas bien, c'est normal, c'est des études qui sont difficiles.
Donc il faut aussi garder du temps pour vous. Il ne faut pas juste étudier, étudier, étudier. C'est important d'avoir du temps pour faire un peu de sport quand on peut, rencontrer les amis, avoir du temps de qualitatif pour soi-même aussi, c'est très important pour réussir ses études. Donc ça c'était pour le côté études médicales. Pour le côté donc médecine à l'étranger. Alors, faire médecine au Maroc ou à l'étranger, donc c'est le grand débat. Donc, il y a plein de pays qui actuellement font les yeux doux aux médecins marocains parce qu'il faut dire la vérité, on a quand même une très belle formation. Donc, je sais que la France offre des possibilités, l'Allemagne, la Belgique aussi. Pour tout ce qui est États-Unis, Canada, donc j'ai discuté un peu avec vous des opportunités au Canada. Et mon plus grand conseil, si vous voulez venir au Canada et faire votre spécialité, faites des stages. Trouvez un moyen de faire des stages ou de la recherche parce que ça va vraiment donner de la valeur à votre candidature. Et enfin, pour la maternité, donc c'est très difficile d'avoir un enfant pendant ses études, mais honnêtement, c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. Puis je regrette pas une seconde d'avoir eu ma fille. Parce que c'est vrai que c'est difficile, mais on se rend compte que quand on n'a pas d'enfant, on a en fait beaucoup de temps pour nous. Et des fois, on perd le temps, mais on s'en rend pas, on sait pas où on perd notre temps. Puis quand on a un enfant, ça nous permet vraiment de nous organiser, de nous structurer. Et avec une bonne organisation et une belle structure, franchement, je trouve que c'est vraiment faisable. Bah, bravo parce que tu l'as fait. Bravo à toi. Fatou Zara, question signature du podcast. Alors pour toi, c'est quoi être adulte? Ah, pour moi, c'est quoi être adulte? Ah là là, c'est très difficile. Honnêtement, parce que, je sais pas, c'est vraiment difficile parce qu'on a beaucoup de responsabilités. Puis, je vous dirais que la phase être étudiant, c'est pas être vraiment adulte. En fait, on sent qu'on est adulte le jour où tu te maries, où tu as ton enfant, où tu achètes ta maison, où tu cherches une école pour ton enfant. Et là, ça vient avec énormément de responsabilités, énormément de stress, je vais être honnête. Mais comme je vous le dis, je sais pas, il n'y a pas de secret pour devenir adulte. Il faut juste être en paix avec vous-même et puis être heureux avec vos choix. Je vous dirais, c'est une transition qui se fait bien. Elle se fait pour ma part, elle s'est faite doucement. Doucement mais sûrement. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as répondu, merci beaucoup. Merci beaucoup Fatou Zara pour ton temps. C'était super. On a beaucoup appris, ça m'a fait plaisir. Alors pour ceux et celles qui regardent sur YouTube, Fatou Zara est ma sœur. Voilà, c'était ma sœur, c'était très compliqué de faire ça en gardant un ton un peu sérieux. Mais bref, on l'a fait. Du coup, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous passez une super belle journée. Merci pour votre écoute et à très vite. Bisous!